Salut à toutes et à tous, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur un nouveau format, donc toujours en histoire. Promis, un jour je ferai de la géo et je tiendrai parole. Aujourd'hui, encore de l'histoire et j'ai envie de travailler un peu sur tous les objectifs de fin d'année, donc le brevet ou le bac. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le brevet avec un petit tuto, un petit topo, appelez ça comme vous voulez, sur civils et militaires dans la Première Guerre mondiale 1914-1918. Voilà, donc c'est le titre du premier chapitre de l'année en histoire géo en troisième. Ça tombe parfois, si ce n'est souvent, au brevet, donc ça me paraît important de revoir les choses. Voilà, donc rien de spécial sur cette première diapo, si ce n'est d'insister sur les majuscules à première et à guerre dans l'orthographe des choses, même si c'est pas quelque chose de très poussé. Donc je vais tâcher d'être beaucoup plus synthétique, même si j'ai parfois du mal, je le reconnais. Le but c'est quand même d'aider un maximum de troisièmes dans ce pays, notamment ceux qui me connaissent. Petit coucou à ceux qui verront cette vidéo. De les aider pour le brevet, pour leur révision, parce que parfois les cours sont longs ou autres, et où vous comprenez mal les choses, vous ne saisissez pas tout, donc le but c'est vraiment de résumer les choses. Je parle beaucoup, je sais. On va commencer tout de suite par une introduction très brève. Donc en 1914, première borne chronologique de notre sujet, de profondes rivalités politiques, territoriales et économiques opposent les principaux pays européens organisés en deux systèmes d'alliance. La Triple Entente unit la Grande-Bretagne, la France et la Russie. La Triple Alliance, de son côté, est formée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. Il est à noter qu'il y a un sentiment de revanche qui existe euh, dans le pays de Molière, donc dans la France, avec la perte de l'Alsace-Moselle en 1870, après la guerre contre la Prusse. Il y a aussi une rivalité entre l'Allemagne et notamment l'Empire britannique concernant les colonies. Il y a aussi donc les alliances militaires, je l'ai évoqué. Il y a une situation qui est tendue au niveau des Balkans vers 1912. Et il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche et de la duchesse, donc sa femme, à Sarajevo, euh, qui le 28 juin 1914 met le feu aux poudres, fait déborder le vase, dites ça comme vous voulez, mais mettez pas ça dans une copie, qui en gros est l'élément déclencheur de cette guerre. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, l'Empire ottoman rejoint la Triple Alliance, une guerre nouvelle, puisque c'est quelque chose qui va être rapidement mondial, va débuter. Et on va pouvoir se poser une question très simple, c'est en quoi la Première Guerre mondiale bouleverse-t-elle les sociétés européennes? Pour ça, on va essayer de répondre à une question avec un plan en trois parties. Tout d'abord, nous verrons les différentes phases de cette guerre avec des sous-parties diverses qui s'affichent. Euh, Ensuite, le plan nous amène à évoquer que c'est une guerre industrielle, novatrice et violente. Enfin, nous tenterons de conclure notre développement en évoquant que c'est une guerre mobilisatrice et bouleversante pour les sociétés. Petit point méthode, je vais faire mon relou. L'objectif, c'est que la problématique ait une réponse, donc un plan qui y répond. En troisième, on va pas attendre de vous une copie de brevet avec un plan qui fait des pages et des sous-parties qui font des lignes et des lignes, mais un minimum de structure, donc une introduction, un plan en deux ou trois parties équilibrées, une conclusion qui va résumer le tout. Le but, c'est quand même d'avoir un esprit un minimum synthétique, mais en même temps de développer et de montrer qu'on a des connaissances sur le sujet. Le plan est présenté, j'ai fait un petit peu mon petit point méthodo.
Passons tout de suite à notre grand 1, petit a, d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Vous l'avez vu avec vos professeurs, sinon vous êtes un peu en retard quand même dans le programme, il faut dire ce qui est. Donc la Première Guerre mondiale va débuter tout d'abord entre août et novembre 1914 avec une guerre de mouvement. On a les Allemands qui vont très vite envahir le nord de la France et vont mettre en échec l'offensive de l'armée française en Alsace et en Lorraine. Les Allemands vont marcher sur Paris, mais ils vont un peu bifurquer vers la Marne. Les généraux français, Joffre et Gallieni, vont décider d'effectuer avec leurs hommes une contre-offensive sur la Marne du 6 au 9 septembre 1914. C'est un épisode retenu sous le nom un peu classique des taxis de la Marne. Les Allemands sont stoppés. De nouvelles offensives vont avoir lieu près de la frontière franco-allemande, mais personne n'arrive à percer le front et il y a un peu une stabilisation qui arrive, quoi. Au niveau de l'Est, les Russes, d'abord victorieux, sont défaits à Tannenberg fin août. La guerre de mouvement cesse en novembre. Elle ne reprendra qu'en 1918 à l'extrême fin du conflit. Mais bon, là, je digresse un peu. Normalement, on fait pas de futur en histoire. On ne voit pas plus loin que notre propos. Là, j'ai parlé un peu des débuts avec cette guerre de mouvement. Donc cette guerre de mouvement qui est symbolisée donc sur mon diaporama donc par la bataille de la Marne de 1914. J'ai mis un peu cette photo que j'ai trouvée sur le net. La plupart des photos sont trouvées sur le net d'ailleurs. J'ai pas sourcé, ça aussi c'est pas bien. Je le dis, je le sais, c'est pas bien. J'ai pas sourcé mes photos, c'est pas bien. Mais à coup pas, je pense pas que ma vidéo va faire des millions de vues. Le but c'est vraiment de vous aider. Donc la guerre de mouvement est symbolisée par ça sur mon petit diaporama. Mais très vite, alors que la guerre de mouvement, comme je l'ai dit, n'amène à rien, puisque ça se stabilise et personne n'arrive à avancer, les armées ennemies, donc sous-entendu de la France, vont s'enterrer dans des tranchées. Point définition, une tranchée, c'est un fossé aménagé destiné à protéger les combattants et à partir duquel des assauts peuvent être menés en direction de la tranchée adverse. Une guerre de position démarre. À l'ouest, un front de 700 km, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse, se forme, se met en place, et il y a les deux armées face à face. Mais des offensives sanglantes et un peu inutiles après coup, même si, pareil, encore une digression, on fait pas de jugement en histoire. Décidément, je vous donne plein de conseils et je fais tout l'inverse. Merveilleux. Avec peu de succès, on va dire, donc la bataille de la Somme de juillet à novembre 1916, la bataille de Verdun de février à décembre 1916 marque les esprits. Sur mon diapo, j'ai mis une petite photo d'une tranchée à Beaumont-Hamel dans la Somme. Donc c'est une photo que j'ai prise en 2021 lors d'une sortie pédagogique avec des élèves de 3ème justement. Encore une fois, coucou, s'il y en a qui passent là et qui regardent la vidéo, merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu. Et j'espère que cette vidéo va vous aider, voilà. Donc j'ai fini ma première sous-partie, on va désormais passer à la deuxième. Donc dans ma deuxième sous-partie, donc qui s'intitule Le tournant de 1917 et la victoire de l'Entente, nous allons voir donc la particularité de l'année 1917 et en même temps la fin de la guerre finalement, où on va se rendre compte finalement que l'année 1917 est un tournant puisque le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et donc rejoignent l'Entente. La guerre devient mondiale à ce prix-là, même si bon, il y avait déjà les colonies en Asie, en Afrique, en Amérique qui déjà participent au conflit, ce qui lui donnait un caractère mondial. En novembre, en France, alors que des mutineries éclatent sur le front et que le pacifisme se développe à l'arrière, on peut le voir, par exemple, avec une pétition citée par André Loez dans la Grande Guerre, ou autre, eh bien, il y a le rôle de Georges Clemenceau qui va arriver. Donc c'est un des dirigeants du Parti radical à l'époque, et il est nommé à la tête du gouvernement français.
Il est si déterminé qu'on va le surnommer le tigre. Il est sur Majapo, il est au milieu des tranchées, au milieu des hommes, en 1917. Il va jusqu'au terrain pour montrer que voilà, ben, il faut continuer le combat, il faut défendre le pays, il faut défendre la nation. En Russie, c'est l'autre photo de Majapo, et bien il y a les révolutions russes, donc il y en a deux. Bon, la deuxième est beaucoup plus, comment, beaucoup plus fatale à la Russie, on va dire, puisque la première a lieu en février, le tsar Nicolas II est renversé, mais le gouvernement provisoire va poursuivre la guerre. Encore une fois, je fais un futur, quelle horreur. Mais le pays va souffrir notamment de pénurie, le pays va souffrir de cette continuité de la guerre. Une seconde révolution a lieu en octobre, avec les bolcheviks, avec Lénine. Ils vont renverser le gouvernement, signer la paix avec l'Allemagne, avec le traité de Brest-Litovsk, excusez-moi, en mars 1918. Donc on peut retenir cette année 1917 avec finalement Georges Clemenceau qui va auprès de ses hommes pour continuer la guerre malgré les mutineries, malgré le pacifisme, les révolutions russes qui changent l'implication du pays dans la Grande Guerre, dans le conflit mondial, et en même temps avec l'entrée des États-Unis qui donne une dimension vraiment mondiale, même s'il y avait des colonies, je le répète, à ce conflit. J'ai fini d'évoquer cette année 1917, j'ai divisé en deux avec notre diaporama, c'est juste une page de journal. Donc la dépêche, 12 novembre 1918, la guerre est finie. Que dire de plus? Les Allemands ont bien tenté de reprendre avec une offensive sur le front ouest, donc ils ont arrêté cette guerre de position, sans succès. À l'été 1918, l'entente va mener une contre-offensive, qu'elle réussit, pardon. L'armistice, donc l'arrêt des combats sans mettre fin à l'état de guerre, est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon à Rotonde au milieu de la forêt de Compiègne. La guerre est finie après 4 longues années pour la population et c'est ce que nous allons voir dans la troisième sous-partie sur le bilan et les conséquences de la guerre. Dans cette troisième sous-partie de la première grande partie, ça fait beaucoup de divisions, c'est un plan très cartésien, très français, on adore ça, et vous verrez, ça vous suivra au lycée et dans vos études supérieures. Nous allons voir le bilan et les conséquences de cette guerre. J'ai mis un tableau du bilan humain de la Première Guerre mondiale, militaire, civil, les blessés, avec des subdivisions entre les alliés et les ennemis, on va dire, donc entre triple entente, triple alliance, etc., où on se rend compte du bilan qui est effroyable, puisqu'il y a des pertes militaires, des pertes civiles, des blessés, des gueules cassées, vous en avez entendu parler, et le bilan est ce qu'il est, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tout simplement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Beaucoup de traités sont signés, notamment celui de Versailles en 1919, qui est imposé et qui est humiliant pour les Allemands, ils le qualifient de diktat. Diktat, ça renvoie souvent à dictature, hein, pas besoin d'avoir fait allemand LV1 ou LV2 pour comprendre ça. L'Allemagne, en gros, est jugée responsable de la guerre. Hein. Ils ont fait la guerre tout seuls, c'est comme ça. Et dans l'histoire, eh bien, elle perd de nombreux territoires, dont, évidemment, j'ai envie de dire, l'Alsace-Moselle qui redevient française. Les capacités militaires sont amoindries, hein, ils n'ont plus le droit d'avoir d'armée, etc. On va pas déployer plus ce traité de Versailles, le but c'est d'en faire un résumé ici. Et les territoires allemands de l'ouest, à l'ouest du Rhin sont occupés, et on leur demande beaucoup, beaucoup d'argent. On a aussi des conséquences géopolitiques, puisque bien l'empire austro-hongrois va éclater, tout simplement. On a la Russie soviétique qui est en place depuis 1917,
donc avec des décisions communistes, donc interdiction de la propriété foncière. On a des terres de l'église et des nobles qui passent aux soviets. On a des terres de simples paysans non confisquées. Et forcément, on a des zones de tension qui vont émerger après cette guerre, puisqu'il y a des nouveaux États, la Yougoslavie, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. On a forcément une volonté d'arrêter un peu ces guerres, donc la Société des Nations aussi qui va être créée, qui va contrôler des territoires. La Société des Nations créée, c'est un peu l'ancêtre de l'ONU, on fait de l'anachronisme, mais c'est vraiment pour comprendre l'idée. Et j'ai parlé aussi des communistes, on a une vague révolutionnaire qui va se mettre en place en Europe, avec des pays donc, qui sont communistes, tout simplement. Et on a des pays agités avec des contestations, comme l'Allemagne avec Rosa Luxembourg, avec Karl Liebknecht. Voilà. On a une révolution russe qui va s'étendre finalement et qui va même toucher bien les ennemis d'hier, tout simplement. Ma première grande partie est terminée, évoquons désormais la seconde, avec un grand 2, une guerre euh, industrielle, novatrice et violente. Première sous-partie, pour les soldats sur le front. Donc la partie militaire dans la Première Guerre mondiale, si on veut reprendre les termes du titre. Donc on a la bataille de Verdun, qui va marquer les esprits, donc de février à décembre 1916, quasiment une année de bataille. C'est long, puisque c'est une guerre de tranchées. Vous avez sans doute vu en cours des éléments de la vie quotidienne dans les tranchées, il y a de la boue, bah oui, on est à Verdun, on n'est pas non plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a des rats, il y a des cadavres, il y a aussi un recul puisque l'arrière est loin, et quand on écrit, mais il y a de la censure, donc c'est pas évident. La nourriture, eh bien c'est pas le restaurant, tous les jours non plus. Ils ne peuvent pas se raser tous les jours, se laver tous les jours, tout le surnom des poilus, hein, vous l'avez déjà entendu ça. Bon, c'est pas terrible dans les tranchées. Et la situation est terrible puisque on a beaucoup de blessés, donc les fameuses gueules cassées que j'ai citées, vous trouverez des images sur internet, vous en avez déjà vu. Mais tout ça, c'est dû au fait que la Première Guerre mondiale utilise des technologies issues de la révolution industrielle. L'armement est meurtrier, très meurtrier, les mitraillettes, les canons, les obus de gros calibre, les lance-flammes, les gaz, comme le gaz moutarde, les chars, les avions, les sous-marins, il y a beaucoup d'innovations, et on a une bataille de Verdun qui fait 143 000 morts côté allemand, 163 000 côté français. Plus de 300 000 morts en moins d'un an. Parmi les 21 millions de blessés de guerre, les mutilés de la face ou les gueules cassées montrent la brutalité du conflit, puisqu'on se rend compte, il y a beaucoup de photos qui circulent d'ailleurs, utilisent Internet intelligemment, où on voit un soldat avant la guerre et après la guerre. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est comme les chiffres tout à l'heure là, les images parlent d'elles-mêmes. Je l'ai dit, dans les tranchées, les conditions de vie sont rudes, difficiles, affreuses, j'ai envie de dire. Mais c'est le quotidien des soldats, hein, très clairement. Le moment de l'assaut, il est dangereux et il terrorise les soldats, puisqu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est le coup de sifflet, le coup de cloche, dites ça comme vous le voulez, pas vraiment, mais c'est un peu le signal de départ, et puis c'est un peu tout le monde sort de sa tranchée, va vers le no man's land, vous le savez, les tranchées sont pas collées non plus, et puis se demandent si ce n'est pas le dernier assaut. Hein. Ils n'ont pas le choix, puisque bah, tout le monde y va, donc tout le monde doit y aller. Ils vont pas se dire, oh, j'y vais pas, non. Mais bon, dans leur esprit, ils s'attendaient pas à ça. La plupart partaient pour une guerre qui va être rapide. Le but, c'est de récupérer l'Alsace-Moselle, en gros, hein. Et puis, c'est bon, les Boches, ça va aller vite. Mais pas du tout, finalement. Ils en sont là dans la boue, etc. Et ils ont clairement peur. Ils sont pas
préparé à ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Sur cette bataille de Verdun, d'ailleurs, on a retenu l'expression debout les morts. C'est Péricard, hein, je fais une petite pause un peu, je fais une petite pause, c'est toujours important, ça vous permet aussi de vous reconcentrer, de reprendre un peu des notes sur ce que je raconte, de revoir un peu vos fiches, bref. Où on a Péricard, donc qui est un adjudant, qui, on va dire, se balade, c'est pas le bon terme, mais bon, il est avec sa section, il gère une section, et il rentre dans un boyau, donc c'est une partie de la tranchée où il y a plein de morts. Et il va hurler: Ohé, debout! Qu'est-ce que vous foutez par terre? Levez-vous! Allons foutre ces cochons là dehors! Bon, on sent l'esprit très chauvin, très anti-allemand, ce qui est compréhensible, hein. Et de tous les cadavres, de tous les corps qui sont alignés, il y a un soldat qui va se lever et qui va prendre un sac de grenades en main et qui va crier debout les morts. Et après cette bataille de Verdun, eh bien, Péricard, il va faire, il va continuer d'écrire ses mémoires et après la guerre, il va le sortir, donc un livre qui va s'appeler Debout les morts. Et ça va être quelque chose qui reste dans les têtes. On a une chanson qui s'appelle Verdun, on ne passe pas. Bon, c'est sûr, vous n'allez pas écouter ça tous les jours dans le bus ou dans le tram, peu importe. Mais qui reprend un peu cet esprit de la bataille de Verdun face aux Allemands, l'esprit de sauver la France, debout les morts, hardi les gars, un peu cet esprit de cohésion finalement, où l'objectif c'est d'aller combattre les Allemands. Allez, on enchaîne, deuxième sous-partie, à l'arrière, avec les civils, où on a une situation qui est difficile. Il y a des bombardements, on peut le voir par exemple avec une rue de Péronne, que je mets en photo, que j'ai trouvé sur le site digital.nls.uk, magnifique accent anglais, merci beaucoup, je le reconnais. Donc bah, ça c'était pas vraiment prévu par les civils, quoi. Ils se sont pas imaginé tout ça. Et on a aussi ben, des vivres, des rations qui se font rares, puisque bien il y a de moins en moins de nourriture. Les zones envahies ben, subissent l'occupation par l'ennemi. Mais qui dit occupation ne dit pas juste avoir un Allemand chez soi, ça dit aussi des exécutions, du travail forcé, des viols. Bah oui, parce que les Allemands et les autres ennemis ne viennent pas juste occuper. Non, il faut évidemment commettre les horreurs les plus absurdes, les plus horribles, les horreurs horribles, magnifiques. Je sais utiliser des mots de la même famille pour vraiment marquer le coup. La guerre est très longue, je l'ai dit et vous savez faire un calcul, elle dure 4 ans. Les gens sont découragés, ils sont lassés, ils s'attendaient à une guerre courte et finalement ils ont une guerre qui s'éternise, qui ne se termine pas. Et ça, franchement, ils n'y étaient pas préparés et ils n'ont qu'une envie, c'est que ça s'arrête tout simplement. Troisième sous-partie de ce grand 2, je vais essayer d'être bref, c'est un sujet que je maîtrise moins, mais un sujet à noter. Cette guerre est aussi l'occasion du premier génocide du XXe siècle. Vous le verrez par la suite, en cours, peut-être en vidéo, je sais pas encore. Déjà que j'ai promis de la géo à ceux qui regardent mes vidéos un peu plus universitaires, on verra. Donc le génocide arménien. La guerre, elle a été le prétexte à l'utilisation de la violence contre un peuple minoritaire. C'est la raison pour laquelle les Arméniens qui vivent à l'intérieur de l'Empire ottoman, après des violences qui débutent vers 1890, subissent entre janvier 1915 et fin 1916 un véritable génocide. Point définition, c'est une extermination programmée et systématique d'un peuple, en raison de ce qu'il est. On le verra plus tard dans l'histoire, vous le verrez plus tard dans l'année, avec les Juifs, les Tziganes, pendant la Seconde Guerre mondiale, exterminés de manière programmée et systématique parce que Juifs, par le régime nazi d'Adolf Hitler.
D'abord recensés, puis marginalisés, donc mis de côté par le gouvernement des nationalistes turcs, accusés de trahir au profit des Russes, ils ont été déportés, regroupés dans des camps, puis tout simplement, malheureusement, hein, je dis tout simplement, mais de manière brutale, exterminés par l'Empire ottoman. Le génocide a un bilan épouvantable, 1,3 million de victimes. Nous avons fini cette seconde sous-partie, entamons la dernière, une guerre mobilisatrice qui bouleverse les sociétés, bouleversante pour les sociétés, nommez ça comme vous voulez, le plan n'apparaît pas dans une copie, hein, le tout c'est que l'idée soit reformulée. Première sous-partie, d'un point de vue humain, avec les femmes dans la guerre, hein, les femmes qui vont servir en tant qu'ouvrières, en travaillant dans les usines d'armement, qui vont servir en travaillant à l'arrière, donc c'est-à-dire dans les maisons, qui vont se consacrer au bien-être des soldats, les femmes qui vont devoir travailler les champs, qui vont devoir voilà, faire un peu tout ce qu'il faut pour que le pays s'en sorte, et s'il n'y a que les hommes, ça ne pourra pas le faire, évidemment. Les hommes des colonies vont aussi être dans la guerre, avec plus de 275 000 soldats indigènes qui ont servi dans l'armée coloniale, avec des tirailleurs sénégalais, qui sont en fait des gens de l'Afrique occidentale et équatoriale, avec des Malgaches, avec des Indo-Chinois, des Kanaks, des Polynésiens, bref, une implication des hommes des colonies. Cette guerre est totale, c'est-à-dire qu'elle mobilise l'ensemble de la société, et il faut vraiment que tout soit fait pour gagner la guerre. J'ai évoqué les femmes, leur émancipation a été limitée, elles occupaient des emplois d'hommes, dans les usines d'armement, dans les transports, dans l'agriculture, mais finalement l'émancipation ne dure qu'un temps, c'est-à-dire qu'elle ne dure que pendant la guerre. Lorsque leur époux revient, eh bien, les femmes retournent à leur rôle d'épouse, de maîtresse de maison, de mère de famille, une vision d'époque, hein. Nous, on a le recul de 2021, au moment où je prononce ces mots, mais une femme, c'est une femme qui fait la cuisine, qui fait des enfants, qui fait le ménage, et voilà, c'est tout, on va pas lui demander plus. C'est la vision qu'on en avait, et c'est la situation de la femme à la fin de la guerre. Seconde sous-partie, d'un point de vue économique, en septembre 1914, le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, demande aux industriels de produire de l'armement. C'est la mobilisation industrielle. Les usines automobiles sont particulièrement touchées par les reconversions, Renault, Peugeot par exemple. Elles produisent des obus, des camions, des pièces d'avion ou encore des brancards. La guerre les pousse aussi à adopter de nouvelles méthodes de production venues des États-Unis, l'exemple des chaînes de montage chez Citroën, par exemple. Enfin, d'un point de vue politique, la guerre a accru le rôle de l'État qui met tout en œuvre à travers la propagande, c'est-à-dire l'action exercée sur l'opinion publique afin de lui faire accepter certaines idées, l'influencer, l'orienter, et la censure, c'est-à-dire l'intervention visant à contrôler ou interdire la diffusion d'une information pour préserver le moral des troupes et de l'arrière. L'État recourt à l'impôt et à l'emprunt pour financer les énormes dépenses de la guerre. Il y a un emprunt national, on fait des affiches donc, de propagande pour les choses, en disant qu'on les aura. Je vous mets ça sur le diapo. Les Anglais font la même chose, enfin les Britanniques font la même chose. Il y a une propagande qui est visible dans la presse, hein. On dit dans l'Intransigeant, le 17 août 1914, « Les balles allemandes ne tuent pas. Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes, et l'inefficacité des projectiles est l'objet de toutes les conversations. » Mais oui, bien sûr, mais oui, c'est clair. Nous avons présenté nos 3 parties, il est temps de conclure notre développement, notre leçon, si on peut dire ça comme ça, notre résumé des choses, dans une conclusion 2 parties, une synthèse de ce qu'on a pu dire, et une mini-ouverture
qui n'est pas obligatoire, surtout si c'est pour qu'elle soit bancale. Bon, ça c'est dit, vaut mieux pas d'ouverture qu'une ouverture bancale. Parce que l'introduction et la conclusion, c'est la première image et la dernière image qu'on va laisser au correcteur. Je l'ai dit, la guerre va se terminer le 11 novembre 1918 par un armistice qui est signé à Rotonde, forêt de Compiègne. Le bilan de la guerre, il est effroyable sur le plan humain, sur le plan psychologique, sur le plan, on va dire, immobilier. Il faut reconstruire le pays, il y a eu des bombardements, donc il faut mettre la main à la pâte. Sur le plan mental, puisque, eh bien, on a une armée qui va retourner pour les chanceux, j'ai envie de dire, qui ont survécu à la vie réelle et qui ont vu des horreurs dans les tranchées et sur le champ de bataille. On a aussi eh bien, des pays endettés, on a une propagande et un peu cet esprit guerrier qui ont agacé une partie de la population. Finalement, la guerre a vraiment bouleversé les sociétés puisque c'est la Première Guerre mondiale. Elle a été poussée jusqu'à l'extrême avec une guerre qui se révèle être technologique. Et finalement, on a ce traité de Versailles de 1919 qui va, on va dire, clore ce chapitre de cette Première Guerre mondiale, donc le 28 juin 1919, avec une signature, donc à Versailles, après des négociations, évidemment, mais qui ne va pas apaiser les tensions avec l'Allemagne, puisque les Allemands se sentent humiliés, je l'ai dit, les Allemands voient ça comme une imposition, ils n'ont pas le choix, ils sont seuls responsables, comme je l'ai déjà dit aussi, ils ont fait la guerre tout seuls, c'est évident. Le brin d'ironie est évidemment cerné ici, hein, quand même. Donc tout ça pour dire que cette Première Guerre mondiale a impliqué l'ensemble de la société, puisque c'est une guerre totale. Elle est mondiale avec les États-Unis, les colonies. C'est une guerre technologique, je l'ai dit aussi. C'est une guerre qui coûte de l'argent, qui coûte des gens, qui va marquer durablement les pays qui doivent se reconstruire, qui doivent apprendre à vivre, eh bien, avec des pénuries. Et les années 20 qui s'ouvrent vont être l'occasion des années brillantes, des années brillant Kellogg, qui vont essayer de mettre le pacifisme, la guerre au banc, la société des nations créée, bref, plein de choses. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'ai essayé d'être synthétique, vraiment. J'ai peut-être pas réussi, je m'en excuse. Vous avez peut-être déjà quitté, vous ne m'entendrez donc pas. Mais n'hésitez pas à réagir, à liker, à commenter, à me demander des vidéos sur un sujet qui pourrait vous aider pour le brevet, en histoire ou en géo. Ça ferait coup double vu que j'ai promis de la géo. Voilà, n'hésitez pas. L'objectif c'est que ça vous aide. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.